Hello à tous, c'est Atrid, votre conseiller en investissement financier certifié en France, et ceci est un conseil pour vos futurs investissements. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le cycle. Est-ce que le cycle suit bien son cours? Est-ce qu'on a une chance de voir Bitcoin qui va faire des plus hauts jusqu'à la fin de l'année? On va répondre à cette question avec des données qui sont objectives, qu'on ne peut pas nier. On va regarder ce qui s'est passé à travers le temps, comment est-ce qu'on peut projeter de manière plus ou moins claire ce qui va se produire d'ici la fin de cette année, si on n'a pas d'événement Black Swan. Un événement Black Swan, c'est quoi? C'est un événement qui est imprévisible, qui prend tout le monde de court et qui secoue les marchés. Typiquement, ce qui s'est passé avec Israël-Iran. Donc heureusement, tout ça s'est terminé plutôt vite. On avait vu dans la dernière vidéo que historiquement, une guerre était bullish pour les marchés à risque, mais forcément ça crée de l'incertitude et nous on n'a pas envie d'attendre des semaines, des mois, on veut que tout se passe comme on l'a prévu, c'est-à-dire une montée de Bitcoin avec une montée des altcoins et qu'on puisse faire des gains sur cette fin d'année. Et la première chose sur laquelle j'aimerais revenir juste avant ça, c'est sur le Nasdaq qui fait un nouvel ATH cette semaine, nouvel ATH sur l'indice boursier américain des sociétés dans la tech, et ça c'est très très positif parce qu'on sait que c'est ce marché qui lead avant tout le marché crypto, auquel le marché crypto est corrélé à peu près à 80-85%. Donc ça c'est hyper positif, et si on parle de la cyclicité du Nasdaq et des marchés actions, on peut prendre cette charte ici qui est justement la moyenne du prix en année post-élection du Nasdaq. Donc année post-élection qui est censée être la dernière année de bull run avant un crash et un bear market, et on voit que depuis les années 1989 on a cette charte ici que je t'ai montré plusieurs fois, qu'on va reprendre parce que la mémoire humaine elle tient à peu près 2 jours, donc ça rassure les gens de la revoir et de voir ce qui se passe. Ce qui se passe c'est exactement ce qu'on a eu cette année, un Q1 qui est hyper négatif, ici tu vois tu as le nombre de jours dans l'année, un Q1 qui est hyper négatif où on vient poser un bottom en avril avant de repartir, une correction durant le mois de juin, ça c'est juin, avec un bottom à la fin juin avant un mois de juillet qui là va tout exploser. Ça c'est le mois de juillet cette hausse ici, avec ensuite août-septembre où on fait pas grand chose, et enfin la fin de l'année où on vient faire une dernière poussée, mettre une structure comme on l'a vu en 2021, un espèce de double top sur les actifs à risque avant ensuite d'avoir un bear market. Donc tu vois que ce qui se passe depuis 1989 c'est encore d'actualité sur le marché crypto, sur le Nasdaq, sur le SP500, et on suit cette fractalité à la lettre. Q1 négatif, Q2 positif, mois de juin qui termine plus ou moins avec une petite correction, mois de juillet qui monte, et ça c'est ce qui nous attend. Ce qu'il faut également, c'est forcément une macro qui est bullish pour les actifs à risque. Pour l'instant ça va, on sait qu'on a des taux directeurs de la Fed qui doivent baisser, on sait qu'on a de la liquidité qui arrive massivement sur le marché, et c'est le point sur lequel j'aimerais venir, c'est la liquidité. Ici, tu as la M2 Money Supply, juste ici, qui représente justement l'argent créé par les 21 plus grandes banques centrales au monde. Je préfère nettement prendre cet indicateur ici plutôt que la Global Liquidity Index que beaucoup de gens prennent sur les réseaux, qu'ils mettent en daily, juste ici comme ça, et qu'ils superposent au prix pour essayer de déterminer le prix auquel Bitcoin va aller, etc. etc. Le problème avec cette Global Liquidity Index, c'est que quand tu vas dans les réglages et que tu regardes les paramètres d'entrée, en fait la Global Liquidity Index sur TradingView incorpore plusieurs postes avec lesquels je suis pas d'accord, notamment le reverse repo et le TGA. Donc le TGA c'est quoi? C'est simplement le compte bancaire de la Fed avec lequel elle peut alimenter les marchés. Donc plus ce compte bancaire se remplit, plus forcément il y aura de liquidité sur cette droite ici. Or nous ce qu'on veut c'est tout le contraire, on veut que la Fed soutienne les marchés, qu'elle n'ait pas de cash de côté et qu'elle injecte massivement du cash sur les marchés, ce qu'on appelle du QE. Ça c'est quelque chose que tu as déjà entendu plein de fois. Quantitative easing, c'est quand la banque centrale vient soutenir les marchés, peu importe quel type de marché en réalité, et injecte des liquidités. Et ça c'est hyper bullish. Donc forcément, moins il y a d'argent sur ce TGA, plus on aura une courbe qui va baisser, c'est logique vu qu'on prend ce poste pour compter la liquidité totale. Il y a également le reverse repo qui est, j'ai déjà montré plusieurs fois, une charte qui démontre combien d'argent est mis dans le système obligataire américain par les très très grosses institutions financières. Et forcément, plus il y aura d'argent dans le reverse repo, plus également on aura la liquidité qui va augmenter. Or, si on a des actifs qui sont investis massivement sur les obligations d'État, eh bien, c'est investi sur les marchés non à risque. Et ce que nous on veut, c'est que ce soit investi sur les marchés à risque. Donc forcément, on a deux postes ici qui vont augmenter la liquidité, alors qu'en réalité, c'est pas bullish pour le marché crypto. Donc c'est pour ça que je préfère faire fi totalement de cet indicateur-là et prendre plutôt un autre indicateur de liquidité, la M2 ici que tu peux voir ici, tu peux regarder sur TradingView, tu tapes MF Global M2, tu prends celle qui a été faite par MIG Finance ou MIG Finance, peu importe son nom, et tu peux voir que celle-là, elle correspond beaucoup plus. Donc tu la mets en weekly, forcément, et ce qu'on voit, et ce qui est assez dingue, c'est qu'on correspond parfaitement au niveau des tops et des bottoms de marché avec un délai de 12 semaines. Si on prend le top qu'il y avait ici par rapport à la liquidité, 12 semaines plus tard, on a trouvé un top ici sur Bitcoin. Au niveau du bottom, 12 semaines plus tard, on a trouvé le bottom ici la semaine du 31 mars. Au niveau du stop suivant, c'est pareil. Et au niveau du bottom, dans ce cercle vert ici, parce qu'on est dans ce cercle vert ici, si on prend le bottom ici et qu'on dépasse de 12 semaines, on arrivait pile poil sur la fin de la semaine dernière qui
jusqu'à preuve du contraire, a posé pour l'instant un bottom. Donc ce qui est intéressant, c'est pas de prendre cette courbe et de prendre des décisions de trading uniquement basées sur cette courbe, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir, peu importe ce qu'on croit subjectivement, on veut prendre des éléments objectifs. Et objectivement, ça match. Ça match à la semaine près. Donc ce qui est intéressant, de nouveau, c'est pas de prendre une décision de trading basée uniquement là-dessus, c'est-à-dire 12 semaines plus tard, on doit poser un bottom, c'est ici et je rentre en levier x50 parce que c'est forcément ici le bottom. Non, mais au moins ça nous donne une perspective de quand est-ce qu'on va poser des tops et quand est-ce qu'on va poser des bottoms. Et là où c'est super intéressant, c'est quand justement, et ça je vous le dis vidéo après vidéo, quand on prend beaucoup de données objectives qu'on ne peut pas nier et que ces données-là pointent un même résultat. Et le résultat, on va le regarder typiquement avec la cyclicité du Nasdaq depuis 1989 en année post-élection. Rappelez-vous, Q1 négatif. Qu'est-ce que nous disait la M2 ? La M2 nous disait juste ici qu'on allait avoir un top au niveau de fin décembre 2024 avec une baisse de liquidité qui allait durer 3 mois à peu près. Donc tout le Q1 finalement, et c'est exactement ce qu'on a eu. On a collé pile poil à la cyclicité du Nasdaq, et donc on pouvait anticiper avec ces deux éléments et d'autres, notamment les liquidités sur les dark pools, les ordres qui sont pris, ça j'en parle hyper souvent, mais je le montre qu'à ma communauté privée. Tout ça convergeait dans le même sens, qu'on allait avoir un Q1 qui n'allait pas déroger à la règle qui est en place depuis 1989. Ce qui est intéressant également, c'est que quand on regarde cette petite chute ici, cette chute devait intervenir sur fin juin. Fin juin, on le regarde également, c'est pile poil selon la cyclicité et la saisonnalité, la période dans laquelle on devait avoir une correction. Et quand on regarde ce qui va se passer pour la suite, eh ben on voit que depuis 1989, on est haussier durant le mois de juillet, on est plutôt haussier également sur le mois d'août en général, et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on voit que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On n'a pas tellement de correction comme ici, où ça a baissé un petit peu, et Bitcoin a baissé un petit peu, parce que ça c'est une petite baisse. Nous là on n'est pas content, c'est que forcément on est sur des altcoins, tout le monde est exposé sur les altcoins, et quand Bitcoin tousse, les altcoins se noient. Un petit dip comme ça sur Bitcoin, nos altcoins forcément elles prennent beaucoup plus cher, donc nous ce qu'on attend c'est autre chose. Mais là tu peux voir que pour la suite, il y a même plus de baisse, c'est on monte, on stagne un tout petit peu, on continue de monter, on monte un peu plus fort, on stagne un petit peu, etc. etc. Ici, on parle du principe que ici, c'est le top. Bien entendu, il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir les mises à jour sur la M2 et voir si elle monte ou si elle descend. Mais si on part du principe que ici, c'est le top, si on déplace de 12 semaines, hors événement Black Swan, hors événement qui viendrait atteindre le marché crypto et les marchés à risque, eh bien on devrait avoir un top au plus tôt au 15 septembre prochain. Donc encore une fois, je le répète, ça ne suffit pas à prendre une décision de trading, il faudra avoir d'autres choses, mais pour l'instant c'est ce qu'on a devant nous, et c'est hyper positif si on veut se projeter dans le futur. Donc se projeter, c'est pas dans un an, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 3 ans, c'est dans quelques semaines. Et donc pour l'instant, on a quelque chose qui ici, qui est quand même l'élément majeur pour les marchés, c'est-à-dire la liquidité, pointe du doigt que pour l'instant, tout part au vert. Sur cette chaîne, on le répète depuis des mois et des mois, qu'il y a l'Iran qui bombarde X, que Israël bombarde Y, etc., etc. On a vu les éléments macroéconomiques historiques et vers quoi ils débouchent. Donc nous, je sais pas si tu regardes les vidéos depuis à peine une semaine, 2 semaines ou quelques mois, on n'a jamais changé de bord. On a regardé tout ça et on a dit, ok, on peut anticiper qu'on aura ça, on peut anticiper qu'on aura ça, mais on peut également anticiper qu'on va plus haut. Donc si tu es sur une chaîne qui ne change pas d'avis comme de chemise et qui prend des données objectives qu'on ne peut pas nier et qui pour l'instant a vu exactement tout ce qui se passait là, ici, eh ben tu peux cliquer sur abonner. Je te dirai quand tu auras des nouvelles places qui vont ouvrir dans le groupe privé parce que pour l'instant c'est fermé et tu pourras intégrer le groupe VIP. Dernier point qui me semble assez intéressant, c'est que je vais te montrer comment tracer sur TradingView une espèce de nuage d'Ishimoku 2.0 qui te montre en fait la projection du cycle actuel par rapport à l'évolution des cycles précédents. Et tu vas pouvoir discerner si effectivement on se situe entre les bornes basses et les bornes hautes des différentes évolutions logarithmiques des derniers cycles ou si alors effectivement comme beaucoup de monde le dit, ce cycle est truqué, on est beaucoup moins performant, ce qui se passe à l'heure actuelle c'est pas normal et du coup on a affaire à un cycle qui est totalement différent. Donc première étape que tu vas faire, c'est très simple, c'est que tu vas prendre ton petit Bitcoin, tu vas rechercher BTC USD parce que sinon tu n'auras pas assez d'historique si tu prends USDT ou USDC et tu vas venir mettre ton graphique en logarithmique. Donc tu vas venir en bas à droite, décocher le petit A si tu es en linéaire et te mettre ici en logarithmique et tu auras cette charte ici évolutive, régressive à travers le temps parce que forcément plus il y a d'argent sur un actif, moins il va être volatile et donc on va pas avoir une montée stratosphérique mais une montée qui ralentit comme ça et tu vas venir mettre des petites droites comme j'ai mis ici par rapport à chaque date des halvings précédents. Donc tu as la date ici d'avril 2012, avril 2016, avril 2020 et enfin avril 2024 jusqu'ici. Tu vas ensuite tirer une droite juste là qui vient relier les bottoms de 2016 à 2022 parce que ça c'est quoi? Dans l'espèce de rainbow chart que tu peux voir un peu partout, c'est la borne basse du Bitcoin,
le bottom sur lequel on était à chaque fois qu'on a eu un halving. Et tu vas comprendre pourquoi c'est hyper important. Mais tu peux voir qu'ici on était sur le bottom, ici on était sur le bottom ici également, ici on était sur le bottom de la droite, ici on n'était pas sur le bottom et tu verras pourquoi c'est hyper important. Tu vas ensuite prendre l'outil configuration de barre qui est juste ici et tu vas prendre la configuration de barre d'un halving à l'autre. Donc tu vas venir faire cet exercice une première fois, ça va te donner une configuration de barre, tu prends ça, tu le mets à côté. Tu viens le faire une deuxième fois, hop, tu le prends, ça te donne un autre truc, tu le mets à côté. Tu prends enfin la dernière, juste ici, tu viens la répercuter jusque là et ça va donner 3 barres. Et ces 3 barres, je vais les enlever parce que tu verras, elles sont déjà sur mon graphique. Tu vas venir faire commencer ces barres au niveau de la ligne de bottom juste ici. Parce que c'est au niveau du bottom qu'on a eu chaque halving de Bitcoin. Donc on peut déjà noter quelque chose qui est hyper intéressant, c'est que au niveau du halving 2024, c'est la première fois qu'on a eu un prix du Bitcoin qui était largement supérieur à la zone de bottom d'après la Rainbow Chart, qui était ici aux environs des 31 000 $. Donc c'est la première fois qu'on a une telle évolution, on était déjà quasiment 120% au-dessus de la norme des derniers cycles. Et si on répercute l'évolution logarithmique des derniers cycles, tu les as juste ici, c'est ce que les cycles ont donné depuis le halving. Et tu peux voir qu'on n'est pas du tout dans la borne basse, alors on n'est pas dans la borne haute parce que forcément ici on a 2012, Bitcoin était très peu liquide, donc forcément un tout petit peu de liquidité venait pousser Bitcoin to the moon, mais tu vois qu'on n'est pas non plus dans la borne basse, on est légèrement plus haut qu'en 2021 et en 2017. Donc en réalité, Bitcoin performe plus quand tu regardes l'évolution de son prix par rapport au market cap qu'il a. Et ça, c'est une première donnée qui est hyper importante. Mais c'est pas la plus importante que je vais te montrer. Pour moi, la plus importante, c'est toujours la cyclicité. On en parle avec le Nasdaq dans l'année, ce que fait le prix chaque année post-élection, ce que fait le prix chaque année élection, etc. etc. parce qu'on voit que ces boucles, ces cycles se répètent indéfiniment. Et là où c'est hyper important, c'est de comprendre pourquoi ça se répète et effectivement ce qu'on a eu la dernière fois. Et ce qu'on a eu la dernière fois, c'est exactement ce que je vais te montrer. Si j'enlève les petites lignes juste ici pour pas qu'on les confonde et que je viens regarder ce qui s'est passé sur les derniers cycles, au niveau de la temporalité, on a eu sur le cycle de 2012 une correction jusqu'en fin juin. Et ce qui est important de noter, c'est la phase parabolique. À partir de quand est-ce qu'elle a commencé? Je veux dire, la vraie phase parabolique. Si on enlève un petit peu 2012 juste ici, parce que de nouveau, Bitcoin était très peu liquide, tu peux voir que 2017 et 2021, c'est vraiment là que ça s'est enclenché à partir de juillet jusqu'à la fin de l'année, avec une petite correction encore en septembre, comme on devrait l'avoir. On le rappelle, septembre, c'est juste ici, c'est cette correction ici qu'on devrait avoir, qu'on a eu les dernières fois également. Septembre, c'est juste ici, septembre, c'est juste ici, avec ensuite la dernière montée parabolique en fin d'année. C'est ce qui s'est passé durant tous les derniers cycles et ensuite début d'année suivante un bear market qui débute. Et c'est également ce qu'on devrait avoir sur l'année 2026 avec un bottom qui se poserait peut-être 2027, peut-être pas. Ça va dépendre un petit peu du type de bear market qu'on va avoir. Donc si on se cantonne juste au titre de cette vidéo et au sujet, on est clairement dans les clous. On est dans les clous et on a fait le plus dur. C'est à partir de maintenant que ça commence. Et toutes les news vont en ce sens. La macro qui reste boule, la géopolitique qui se calme clairement et qui permettra au marché de prendre des décisions beaucoup plus risquées, c'est-à-dire investissement massif sur les actifs à risque parce que tout va bien, un Nasdaq qui crève le plafond et qui fait un nouvel ATH, et finalement tout qui suit, comme sur les dernières phases d'un cycle aussi. Donc pour le reste, comme d'hab, on va se tenir au courant de tout ce qui se passe au niveau des données. Je vous ferai des mises à jour constantes semaine après semaine, même cet été sur YouTube. Donc reste avec moi sur la chaîne, on va parler de tout ce qui va se passer pour que tu puisses prendre les meilleures décisions pour tes investissements. C'était Atreides, bonne journée, bye bye.